Un balado Radio-Canada audio. Bon, mais regardez-les bien, là, les murs de Apple Podcasts et Google Play. Je sais pas où est-ce qu'on était, ou qu'on sera plus exactement Apple. Moi, je suis un gars de... Bon, je devrais pas le dire, là, mais j'évolue dans cet univers-là, mais on était disponible où aussi? Sur toutes les plateformes où tu peux trouver tes balados habituellement. Sauf Spotify, hein? Sauf Spotify, on l'a souvent. jamais été. Ouais. Puis malgré nos demandes répétées. Visiblement, ça n'arrivera pas, parce que regardez-les bien, là, les murs de ces endroits-là, parce qu'on s'en va. Oui, c'est la dernière fois. On s'en va ailleurs. On s'en va, ben oui, on s'en va ailleurs. On rentre à la maison. Ben, on est déjà à la maison. Enfin, on va rester exclusivement à la maison, mais... On sort plus, c'est ça. C'est comme, on est-tu comme en pénitence? Dans le coin! Je pense que oui. Je pense que c'est une punition. Mais on ne sera pas vraiment en exclusivité sur audio parce que, à compter dans ce moment même, d'ailleurs, vous pouvez faire coucou à la caméra, on a décidé qu'on était trop beau pour l'audio. J'aime ça, c'est bon ça. C'est bon, j'aime ça ton slogan. C'est après, partout où vous... C'est ça, il fallait un nouveau slogan parce que partout où vous trouvez vos balados préférés, ça, on ne pourra pas l'utiliser. Ouais. Mais dorénavant, donc, et là, pour les prochaines semaines, dans cet environnement-là, mais on travaille sur un bel garde-robe de la semaine passée. Oui. Là. Finalement, on va stripper le garde-robe, puis... on fait des rénaux. On fait des rénaux dans le garde-robe. Comme Céline Dion a eu sa salle à Vegas, nous, on va avoir notre studio podcast. Ils sont en train de nous construire un studio. Et donc, comptez dans ce moment-là, vous pourrez nous suivre également sur YouTube. Connaissez-vous ça, les jeunes, YouTube? YouTube Man. OK. Fait que là, ils vont dire, le gros coupable, il anime les bras croisés. C'est pas très... c'est pas très chaleureux. C'est pas très accueillant. Fermée, mais c'est comme c'est Batman. Souvenez-vous Batman des années la série des années 70? Ah, 70, non. En bleu poudre, là. Oui. Quand il réfléchissait. Adam West, il se plaçait les. Ouais, Adam West, il se mettait comme ça, comme une chauve-souris. Ouais. Ben, je trouve que ça m'aide à me concentrer. Ouais. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemble Batman, il faut nous regarder sur YouTube. Mais on va continuer de faire un show d'audio. Là. Wow. Là, les gadgets visuels, là, très peu pour nous. Trop beau pour l'audio, mais trop bon pour la télé. C'est ça, trop... Alors aujourd'hui, comment dit-on Dog Days en français? Gary était en ville et c'est la fin d'une époque. C'est tellement hockey, épisode 220. Les gangsters d'Outremont. J'ai l'air trop maquillé. Caviar et champagne, c'est nous, ça. Bon, mais là, c'est les dernières blagues qu'on fait sur les visuels parce qu'on reste un show d'audio. Oui, bien sûr, vous avez entendu notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Salut, Alex. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je suis satisfait. Je pense que je suis fier des gars. Aujourd'hui, on a travaillé, c'était un gros test pour nous. Puis tout le monde a vraiment travaillé fort. Les gars, on avait pas mal de sacrifiés. On a bloqué beaucoup de lancers. Puis on était dans le coup du début à la fin. Puis ça aurait pu tourner n'importe quel côté. Heureusement, ils ont un but en fin de match. Mais je pense qu'avec le fond, ça aurait été fun qu'on allait chercher un peu. Samuel Montembeault avec un résumé express. Je t'ai soufflé. De la défaite du Canadien contre les Bruins. Oui. Le succès récent, on a parlé la semaine dernière à quel point la séquence de Samuel Montembeault était extraordinaire. Et je pense qu'il a maîtrisé l'art de se déplacer aussi rapidement qu'il parle. Je sais pas ceux qui connaissent le collègue Antoine Dehaye, là, mais il bat le collègue Antoine Dehaye en termes d'élocution. Il parle plus vite que lui. Mais t'écrivais qu'apparemment, c'est pas son exercice enfin, ça le stresse un peu, oui, on jasait à bâton rompu, puis effectivement, il disait que ce qu'on appelle les scrums, donc les mêlées de presse à plusieurs journalistes autour de lui, tout ça apportait un peu de nervosité. J'étais étonné quand même parce qu'il est très à l'aise. Il était très à l'aise, il est arrivé, on était encore en pandémie. Là, en tout cas, c'était encore l'époque des joueurs sur le podium. Là. On n'entrait pas dans le vestiaire. Et puis, je l'avais trouvé plutôt à l'aise dès le départ. On comprenait que c'était son débit là, qui était un peu rapide, mais... C'est Louis-José Hood fait une très belle carrière. Oui, c'est ça se passe plutôt bien. Puis Antoine aussi, remarque, relatif. Oui, c'est ça. Oui, pas au même niveau. Mais il faudrait faire la comparaison avec Stéphane Richer. On dirait que c'est pire qu'avant. Stéphane Richer était reconnu pour son débit rapide, mais ça, Samuel... Mais Simon ou Samuel, ça
il a augmenté la cadence. Ça se peut. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Cela dit... mais tant qu'il est à l'aise devant le filet, on s'en fout un peu de C'est un peu le sens de aisance. mon propos dans mon Donc, analyse si d'hier. la rapidité déborde, c'est quand même une bonne... c'est mieux. C'est mieux la rapidité que la lenteur dans son travail. Puis, c'est un garçon assez discret aussi. On en jasait avec Michael Matheson après le match, qu'il a bien connu en Floride d'abord, maintenant à Montréal et tout. Puis c'est aussi, j'étais surpris. On demande s'il parle dans le vestiaire, puis il dit non, pas vraiment, mais gentiment. Puis il dit parce qu'en anglais, c'est un peu difficile pour lui, pas nécessairement si à l'aise de jaser avec les gars, alors que son anglais est impeccable. Alors, je sais pas, c'est peut-être juste dans sa personnalité. Fait que Matheson disait, à l'étranger, sa vie, David Savard, et moi, on l'amène souper, puis là, il est plus à l'aise et tout. Puis après une soupe à l'oignon. Exact. Mais c'est un gardien qui est une personne normale, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gardiens. Et puis ça aussi, j'ai demandé à Matheson hier en disant, c'est moi où il est moins bizarre que les autres gardiens, puis il est parti à arrêt, puis il a dit, moi, j'embarque pas là-dedans, c'est un lose-lose. Réponds pas, Mike! Je te réponds pas à ça. Mais c'était assez sympathique. Mais cela dit, il est en train, Montembeault, de faire connaître une très, très bonne période à son équipe. Puis, j'entendais des questions hier après le match. Martin Saint-Louis se faisait poser des questions. Se faisait dire ton équipe a joué, a tenu tête aux Bruins, a été capable de disputer un bon match contre les Bruins. Comment tu trouves la progression de l'équipe et tout ça? Mais il ne faut pas oublier, ça a été 23-7 les chances de marquer de qualité hier en faveur des Bruins. Les Maple Leafs, dans le match précédent, en ont eu une vingtaine aussi. Il y a les Panthers de la Floride, de mémoire, qui en ont eu une vingtaine aussi. C'est beaucoup. Écoute, c'est facile d'échapper à un match comme celui-là. -là, tu as besoin d'un gardien qui est juste ordinaire, puis c'est une raclée que tu encaisses. Alors, et ça permet de... Ce qui est important pour un jeune joueur, c'est pas de disputer des matchs dans la Ligue nationale, c'est de jouer des matchs significatifs dans la Ligue nationale. Et Montembeault permet, depuis le début du mois de janvier, à son équipe de jouer beaucoup de matchs significatifs malgré c'est pour ça que le Canadien donne autant de chances de marquer. C'est pour le développement, c'est pour l'aider. C'est bon, ça. J'aurais dû mettre ça dans mon analyse. Mais c'est ça, tout le monde dispute des matchs serrés parce qu'il est extraordinaire. Il connaît vraiment une très, très bonne séquence. Et malgré tout, le Canadien joue pour 500, 4-4 dans cette séquence de 8 départs consécutifs de Montembeault. C'est dire les lacunes quand même. Et là-dessus, tu disais, Martin Saint-Louis s'est fait poser beaucoup de questions. On va écouter une de ses réponses parce que je veux qu'on en discute. Écoute, c'est Boston, là. C'est sûr qu'ils vont en faire des... va falloir qu'ils fassent des belles arrêts, là. Tu peux poser la question à les 40 autres équipes. Je suis sûr que le gardien, il faut qu'il soit sharp. Puis c'est ça que Montembeault y est depuis un bout de temps. Mais j'étais pas déçu des 2 premières périodes. Puis tu sais, ça prend ton gardien. Il faut qu'il soit là pour corriger les erreurs, ça c'est sûr. Martin, regarde, là, c'est ça sa job à c'est ça, il faut qu'il soit bon. C'est normal, là, c'est Boston. Mais non, mais c'est ça qui est... il est très prudent. Et ça, c'est constant. Exact. Depuis plusieurs semaines, à ne pas trop vanter Samuel Montembeault. Au début, c'était on n'a pas assez d'informations sur lui. Là, au début de la saison, c'était Jake Allen est notre numéro 1. Puis même quand il est revenu, mettons, novembre-décembre, donc ça fait pas si longtemps. Parce qu'on a commencé à se poser la question, souvenez-vous, ça fait quelques semaines, on se disait, coudonc, Montembeault, peut-être que c'était avant les à l'automne. Et Saint-Louis avait, c'est ça, rapidement dit non. On a un gardien numéro 1, puis c'est Jake Allen. Exact. Alors, c'est pour ça, probablement, qu'il essaie de ménager la chèvre et le chou encore aujourd'hui. Ça fera. Allen a encore une entente de 2 autres saisons. Ils viennent de lui offrir une prolongation de contrat. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas à me convaincre, mais je pense que c'est pour ça là, que Saint-Louis se trouve entre l'arbre et l'écorce. OK. Ça explique pourquoi. Parce qu'il veut pas. Il veut pas dire. Moi, j'avais déjà entendu dire ah oui, Jake. Tu sais, quand Jake jouait des bons. Allen jouait des bons matchs. Il veut pas le louanger. Il veut pas le louanger, au contraire. On comprend tous que c'est une position où il y a beaucoup de pression à Montréal, être gardien numéro 1 du Canadien. C'est impitoyable parfois. Et Carey Price a été très bon de tenir le fort pendant aussi longtemps, de faire face à ça pendant aussi longtemps. Mais quand même, tu regardes les statistiques depuis le début de la saison, sont limpides. Là. Il n'y a pas photo. En octobre, Montembeault, 931 de moyenne d'efficacité, Allen, 909. Tu as 22 points de base de différence. En novembre, Montembeault, 919, Allen, 876. C'est un gouffre là, entre les deux.
En janvier, Allen a eu le meilleur. En décembre, Allen a eu le meilleur légèrement. Puis en janvier, Montembeault est dans une ligue à part. Ah oui, hein. En janvier, il est depuis le début de sa séquence de 8 départs d'affilée, il est à 930 d'efficacité. Ça le place 4e rang dans la ligue parmi les gardiens partants. Il y a une autre statistique aussi très éloquente, un petit peu plus geek, si j'ose dire. Mais c'était très bien expliqué dans ton texte. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les buts sauvés, entre guillemets. Là. Dorénavant, puisqu'on est en vidéo, on va juste pouvoir mettre le texte puis les gens pour... Ça va être beaucoup plus simple, lisez-le. Mais c'est ce qu'on appelle les buts sauvés, si je fais une traduction un peu simpliste. C'est une statistique empruntée au baseball, ça. Oui. Il y a des statistiques au baseball? Il y en a beaucoup. C'est le sport roi des statistiques avancées, le baseball. C'est un chiffre qui prend en considération les tirs, évidemment, mais surtout la provenance de ceux-ci, la qualité des tirs, est-ce que c'était une chance de marquer, etc. Donc, c'est un algorithme là, qui calcule un peu tout ça. Puis, plusieurs sites de statistiques avancées ont le leur. Puis, ça varie un peu, mais généralement, c'est assez constant. Puis, donc, dans cette séquence-là, depuis qu'il est le partant, là, il est le numéro 1, il a sauvé près de 8 buts par rapport au... Alors, c'est toujours établi en fonction d'un gardien moyen. Qu'est-ce que le gardien moyen aurait accordé sur 100 tirs, par exemple? Mettons que c'est 10 buts, là. Le gardien moyen aurait donné 10 buts sur 100 tirs. Montembeault en a donné 7,63 de moins. Alors, c'est énorme là, comme statistique en 8 matchs. Là. C'est un but par match de moins que le gardien moyen. C'est une différence majeure. Il est le 2e derrière Jake Ottinger dans la Ligue nationale pendant cette séquence-là. Donc, c'est vraiment... peu importe la statistique que vous regardez, et le test de l'œil aussi, parce que c'est un gardien beaucoup plus confiant. Beaucoup plus. Il est gros. Il est gros. C'est un costaud, Montembeault. Il a une carrure comparable à Carey Price. Il est calme devant son filet. Je pense qu'il inspire beaucoup plus confiance. Il y a des joueurs qui disaient quand on l'a vu arriver, pas quand on l'a vu arriver, mais à ses premiers pas avec le Canadien l'année dernière, on sentait des fois qu'il était un peu frileux ou pas sûr de lui. Là, c'est le jour et la nuit. Là. Je trouve ça fascinant, la position de gardien, parce que c'est probablement la position qui reste la plus imprévisible encore dans la Ligue nationale pour les recruteurs, pour les gestionnaires d'équipe. Quand tu sélectionnes un gardien au premier tour au repêchage, tu as quand même une grande marge d'erreur parce que ça prend plusieurs années de développer un bon gardien. Puis tu regardes hier, c'était pas lui qui gardait le filet pour les Bruins de Boston, mais Linus Ullmark. Les Bruins ont fait un vol sur le marché de l'autonomie. Ils ont été chercher ce gars-là qui arrivait à son apogée, qui avait été très constant avec Buffalo, qui était une équipe... Mais Buffalo n'avait pas besoin de gardien. Qui était une équipe... Écoute, ça leur fait plaisir. Et ce gars-là maintenait des moyennes d'efficacité année après année, 917, 915, 917 avec Buffalo. Et là, les Bruins lui donnent un contrat. Il arrive à son apogée, un grand gardien, 6 pieds 4. On le place devant. Il a quel âge, Alex? Continue. Il y a 29 ans. 29, oui. 29. Donc, ils ont été le chercher à 28 ans comme joueur autonome. Et là, il prend la place de gardien numéro 1. Puis il est bien entouré. Finaliste il est bien entouré, mais il connaît une des bonnes saisons de l'histoire. Là, il est à 938 d'efficacité. Il n'y a pas beaucoup de gardiens qui ont fait ça. S'il tient la cadence jusqu'à la fin de la saison, ça va être une des 4-5 meilleures saisons de l'histoire de la Ligue nationale en termes d'efficacité. Et donc, c'est ça, tu peux dénicher un bon gardien numéro 1 de plusieurs façons. Et Montembeault a été réclamé au balotage parce que les Panthers avaient les mains pleines, parce qu'ils n'avaient pas de place pour faire jouer ce gars-là. Ils ne voulaient pas le perdre. Il arrive à Montréal, puis ça a été la croix et la bannière quand même avant de... Ça l'est encore un peu, parce qu'enfin, on ne sait pas ce que ce sera si Jake Allen était en santé. Il n'y a toujours rien d'assuré, mais il arrive... je trouve qu'on commence à avoir un échantillon. Et on nous a dit plusieurs fois l'échantillon est pas assez révélateur, mais là, chaque fois qu'il a la chance de jouer régulièrement, il montre une belle constance et ça va peut-être être une belle surprise pour cette organisation-là. La seule affaire, c'est que des gardiens qui ont des bonnes séquences, là, que ce soit 2 semaines ou 2 ans,
sais, ça arrive 2 ans aussi. Ouais, ben là, 2 ans, c'est plus qu'une séquence. Ouais, mais enfin, tu sais, mettons, Andrew Raycroft, c'était 1 an. 1 an. Ouais, mais... Jim Carrey. Ouais, 1 an. Il a gagné le Vézina. Ouais. C'est pas mal. Donc, c'est ça aussi, quand tu dis, Martin, que un gardien, c'est une bête difficile à évaluer, il y a ça aussi à tenir en compte. Mais, je reviens à Saint-Louis, puis son obstination à ne pas vouloir admets-le! Tu vas l'admettre, Martin! Il a été bon, Montembeault. C'est pourquoi? Mais cela dit, il est comme ça avec tous les jeunes joueurs. Là. Tu sais, OK. il dit, OK, j'aime... C'est vrai. Moi? Il y a suffisamment de métier, Martin, ou d'expérience comme joueur. Il en a vu passer suffisamment de monde dans la Ligue nationale pour savoir qu'à un moment donné, il faut que tu... Il fait souvent des références au baseball et je pense que cette mentalité-là, beaucoup de... Ça te plaît, ça? Hein? De pas s'emporter... c'est bien, il y a là. beaucoup de fluctuations dans une saison. Moi, ça me stupéfait des fois de voir... et je comprends que le travail des journalistes de beat est... Il faut trouver une histoire à tous les soirs et tout ça, mais ça fluctue beaucoup. Là, le gars qui est l'histoire du jour... on n'a pas le choix. Non. Excuse-toi. Là, Martin, on fait ce qu'on peut. Là. C'est difficile de garder cette perspective-là quand tu dois produire une histoire à tous les jours, mais l'entraîneur, il faut qu'il prenne un pas de recul. Tu ne peux pas porter un gars au nu, puis après ça, couper dans son temps de jeu la semaine d'après. Puis, alors qu'il est beaucoup plus dithyrambique avec ses vétérans. C'est ça. Là. On dirait que quand tu as gagné tes galons dans la Ligue nationale, il va avoir tendance à te soutenir un peu plus. Ouais, c'est ça. Et c'est juste de la prudence. C'est pas, tu peux pas dire qu'il n'aime pas les jeunes. La façon dont tu les traites, c'est assez époustouflant. Non, puis c'est sûrement la bonne chose à faire. Puis je disais pas ça comme une critique, mais j'espère que quand Jake Allen va être en santé, il ne va pas redevenir automatiquement numéro 1. Je pense que Montembeault a démontré que... Il a mérité le droit d'être le numéro 1 en ce moment. Puis visiblement, il y a une corrélation à faire entre l'efficacité de son jeu et la fréquence de son utilisation. Ben, exact. Puis si le but, c'est justement de disputer, comme Martin disait, des matchs compétitifs, quitte à pas tous les gagner, parce que Kent Hughes ne veut pas ça, mais ils sont mieux avec Samuel Montembeault, parce que avec Arlen, il y a eu quand même... ça a dérapé par moment, puis là, tu te retrouves à jouer dans un contexte qui ne l'est plus compétitif. Alors, mais je pense qu'il y a même plus de débat. Il faudrait être quand même de mauvaise foi pour redonner le filet à Jake Allen en disant non, c'est notre numéro 1, puis on n'a pas assez d'informations sur ça. Oui, mais là, vous l'avez entre les mains, fait que vous n'avez rien qu'à... Prenez toutes les informations possibles. La seule façon de faire ça, c'est de lui faire garder les filets. T'sais. Puis là, c'est la première fois de sa vie qu'il peut démontrer cette constance-là parce qu'on lui en offre autant. Puis c'est probablement plus facile pour bien des gardiens de jouer plus que moins. T'sais, c'est assez établi, surtout pour les jeunes. Alors que pour d'autres, Jake Allen, quand il est capable d'être second. C'est ça. Jake Allen, quand il a eu la charge de numéro 1, il a eu de la difficulté à être constant, mais comme deuxième, c'est un bon deuxième. Ouais. Alors, mais au moins qu'on laisse à Montembeault la chance de se battre. Et que Martin se donne le luxe de pouvoir placer devant le filet celui qui... de jouer la bonne main à chaque fois. Celui qui performe depuis le mois garde le filet. C'est ça, exactement. Et il pourrait se profiler à une formidable situation pour développer un gardien. Pourquoi pas Montembeault? Il amène beaucoup de constance là, ces temps-ci. Puis... je pense que tu vois un joueur qui était prêt vraiment à montrer son potentiel. Puis c'est dur à... faut de la constance pour convaincre le monde de ton potentiel. Alors, Martin Saint-Louis, à propos d'un autre jeune, Kirby Dach, qui était un peu plus... il met un peu plus d'enthousiasme. Pas que je voulais faire la comparaison. Mais c'est l'autre histoire. Il y a deux histoires. Les gars de Beach, je vais vous le dire, il y a deux histoires en ce moment. Montembeault puis Kirby Dach. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'histoire la plus admirable qui s'est produite chez le Canadien cette saison, l'histoire de Kirby Dach, parce que, premièrement, le Canadien a misé gros pour aller le chercher. C'était une grosse transaction. La direction s'est engagée très rapidement pour lui donner un très bon contrat à Kirby Dach, alors que c'était un jeune qui avait pas fait grand-chose. C'est ça. Alors, je pense qu'on dit Dach. Engagement, on a confiance en toi, 4 ans, 3,36 millions. C'est ça, en même temps, c'est comme de la classe moyenne inférieure, 3,36 millions aujourd'hui. Et ils se sont dit, mais quand tu es un jeune qui n'a pas encore fait, qui en a arraché comme ça à ses débuts, d'avoir la sécurité de 4 ans de contrat, ça peut être bon. Et le pari, c'était ce contrat-là dans 2 ans va être profitable pour le Canadien, va nous donner un avantage compétitif. Et
ce qui est de plus important pour un athlète, c'est la confiance. Peu importe le niveau, si tu n'as pas confiance, même si tu as les qualités athlétiques les plus extraordinaires, tu ne peux pas fonctionner. Et il y a des athlètes dominants qui, quand ils l'ont vécu, je me rappelle, j'ai écrit la biographie d'Éric Gagné, qui était le releveur le plus dominant du baseball majeur, qui racontait son séjour chez les Red Sox de Boston. Il avait perdu confiance, et là, tu te mets à douter. Tu n'es plus capable d'exécuter ce que tu faisais auparavant. Et là, tu es détruit. Là, les gens te chahutent. Tu n'endors plus la nuit. Oui, c'est une spirale négative. C'est ça. Et de voir avec quelle minutie Martin Saint-Louis s'est attaqué à cette tâche-là, de redonner confiance à Kirby Dach quand il est arrivé. Dans les matchs préparatoires, temps de jeu, énormément de temps de jeu. Il y a eu son temps de jeu régulier au mois d'octobre. On l'a pairé avec les 2 meilleurs attaquants de l'équipe. On l'a déplacé à l'aile avec une tâche plus simple, moins de responsabilité pour qu'il se sente à l'aise sur une patinoire de la Ligue nationale. Et qu'il connaisse du succès. Oui. Et tu regardes son temps d'utilisation en octobre, 14 minutes 47 secondes en moyenne par match. 2 minutes 22 en avantage numérique. En novembre, 18-24. Il y avait 3 minutes et demie de plus de temps de jeu en novembre. 3 minutes 23 en avantage numérique. En décembre, 18-38, encore plus de temps de jeu. Et là, il est monté à 19-31. Et là, on a commencé à lui donner, à cause des blessures et tout ça, des gars qui ne sont pas là, il commence à jouer en désavantage. On commence à l'utiliser dans ces situations-là. Et plus on lui en donne, on dirait, plus il se nourrit de ça, Dach. C'est beau de le voir jouer là, depuis quelques semaines. C'est un athlète qui a pris confiance en ses moyens et qui est redevenu, on dirait qu'il est redevenu ce qu'il était dans les rangs juniors. Et là, on peut regarder cette équipe-là et dire, OK, là, Suzuki, Dach, comme 2 premiers piliers de la ligne de centre, c'est possible. Là, ça va probablement se produire. C'est un gros morceau dans une équipe de hockey d'avoir ça. Avoir un gardien aussi, c'est utile. C'est en train de se dessiner tranquillement. Si Montembeault continue à monter. Oui, ça, faut prendre ça avec des pincettes. Même chose pour Dach aussi, je pense. Et tu as quand même les jeunes qui prennent une année de galon dans des circonstances pas faciles là, et qui montent beaucoup de cran. Fait que c'est le fun. Il y a quand même un échafaudage qui est en train de se déployer. Là, la semaine passée, tu nous disais que ça allait être long. Oui, tu nous as dit 10 ans. La reconstruction. Mais ça prend du temps pareil. Là. Même si c'est beau à voir. En même temps. Même si c'est le Suzuki, Dach, puis là, mettons, Dubois-Bergeron. Là, ça commence à faire une ligne de centre. C'est une bonne ligne de centre. Il n'a pas demandé hier si... à Patrice? Mais c'est toi qui étais là. Je sais, j'ai échappé. Cette tâche, t'étais dévolue. J'ai encore échappé le ballon. Personne ne lui a demandé jusqu'à quelle date tu as hésité avant de signer. Oui, c'est ça. Là, l'été prochain, tu t'en viens à Montréal. Là, ça fera. Ça fera, cette valse hésitation. Nous autres, là, tu sais, de quoi on a l'air, là? Puis pour revenir sur Kirby Dach, c'est le jour et la nuit entre... Tu sais, on voyait des flashs intéressants dès le mois d'octobre. Tu le vois dans sa façon de transporter la rondelle, la tête haute, le coup de patin fluide. Il voit tout sur la glace. Il a clairement un bon sens du jeu. Alors, on voyait ces moments-là. Et il a été celui qui a le mieux complété, de par son intelligence du jeu, Nick Suzuki et Cole Caulfield. C'était pas juste pour lui donner confiance. C'est aussi parce que c'était les liés avec qui ça fonctionnait le mieux. Josh Anderson a eu plusieurs auditions à la droite de Caulfield Suzuki, ça marchait pas. Il y en a plusieurs qui ont passé, là, presque tout le monde depuis l'an dernier, et puis ça fonctionnait pas beaucoup. Avec Dach, oui, alors c'était pas juste une faveur qu'on lui faisait, là. Disons que c'était un échange de bons procédés, parce que c'est avec lui que ça marchait le mieux, mais on l'a vu vraiment, pas se transformer, mais prendre du galon, puis devenir... tu sais, il est physique maintenant, il est impliqué, on se dit ça sur la galerie de presse. Martin et moi, on le regarde aller, il frappe, il en veut, là, ça paraît. Là, il joue avec le couteau entre les dents en ce moment. Là. Puis écoute, ça fait tout. C'est pas un couteau à beurre, là. Non, c'est ça. C'est vraiment le fun parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu... J'aime cette méchanceté-là dans son jeu. Oui, Martin aime ça. Martin m'a dit l'autre fois, au hockey, tu gagnes pas avec des enfants de cœur. Parlait d'Arbor Jackay, mais oui. Mais c'est vrai. Alors, en disant, t'as pas besoin que tout le monde soit mean là, et méchant, mais ça en prend quelques-uns. Je suis assez d'accord avec ça. Puis Kirby Dach, plus délicatement ou discrètement, a ce petit côté givré. On aurait même pensé que c'était un joueur ce genre de joueur costaud, mais qui n'est pas nécessairement
qui n'utilise pas nécessairement son gabarit. Cet attribut. Ouais, ça, il aime ça donner la grosse mise en échec une fois de temps en temps. Puis je ne sais pas si avec un peu plus de métier, à l'occasion, il va défendre des coéquipiers ou tout ça, mais ça ne serait pas son rôle. Mais ça prend des joueurs capables, des fois, quand l'adversaire a le dos au plancher, être capable de lui poser le pied dans le visage, puis d'en ajouter. Tout ça au figuré, parce qu'ils ont des patins dans les pieds. Là. Mais c'est ça. Oui, on ne veut pas l'apologie de la violence, là, mais il y a le seul bémol jusqu'à présent. Là, on avait du fun, là. Non, excuse-moi, non, mais il prend beaucoup de punitions mineures. Là, il à 200 pieds de son filet. Exactement. Là, il est à 18. Ça se travaille. Oui, tout à fait. Il est à 18 punitions mineures. C'est le meneur chez le Canadien. Il est 6e parmi les attaquants de la Ligue nationale. Puis là, s'il fallait que Pierre-Luc Dubois vienne à Montréal, c'est lui c'est le pire. C'est lui qui a 24 punitions mineures. Là, c'est trop de punitions mineures. Par contre, Dubois, je pense que c'est un des joueurs qui en fait soutirer le plus à l'adversaire. Est-ce que je me trompe? Est-ce que cette statistique avancée existe? Parce qu'on peut faire un différentiel. Oui, ça existe. Là, il est à 2,06 par 60 minutes. Donc, vite de même, oui, c'est bon. Ah ouais. C'est assez bon. Fait que, comme entraîneur, Martin, je vais vérifier ça, mettons, pour un gars qui aurait joué... si tu causes plus de pénalités chez l'adversaire que tu en prends, c'est correct? Ben, je pense que c'est un bilan positif. C'est quand même la base. Là. Regarde, prends-en 2-3 par match, mais soutire-en 4. Ça va être correct. Oui, ben, il est quand même assez bien placé, effectivement. Mettons, pour ceux qui ont joué au moins 30 matchs cette saison, il est 9e dans toute la Ligue nationale parmi ceux qui en soutirent le plus. Donc, un petit peu plus que 2... Il attire un petit peu plus que 2 punitions par tranche de 60 minutes de jeu. Une formule pour ça. C'est vraiment, c'est beaucoup. Puis parmi les attaquants là, qui ont joué toute l'année, vraiment, là, il serait 3e. On parle de Pierre-Luc Dubois. Oui, on parle de Pierre-Luc Dubois dans toute la Ligue. Donc, non, mais c'est intéressant quand même. Alors que Dak, lui, n'est pas du tout dans cette conversation-là pour l'instant. Il est à 0.8. On va bientôt manquer de trio pour tous ces joueurs de centre. Pierre-Luc Dubois, joueur autonome, sans compensation. Avec compensation à la fin de la saison. Pour encore un an. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Version courte. Jingle original, version courte. On vous demandait cette semaine sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, parce que là, avec la blessure à Cole Caulfield, vous avez entendu parler? J'étais ici, justement. Caulfield est blessé? Est-tu correct? On faisait de la web-diffusion de sport de glisse. Puis là, j'étais occupé. J'avais l'air de ça. Les gens disaient, t'as pas vu? J'ai dit, ben non. Ça faisait une demi-heure que ça avait été annoncé. D'ailleurs, je sais pas, la semaine passée, on parlait du staff médical du Canadien. C'est un autre... je dis ça comme ça. Là. Non, mais je pense qu'il va y avoir une révision en profondeur à faire de ça, à la fin de l'année. Là. Moi, si j'étais Kent Hughes ou Jeff Gorton, je serais... Puis je parle pas de Caulfield spécifiquement, ça arrive, ce genre de blessure-là, mais là, ça commencerait à m'inquiéter un peu. Alors, dans la foulée de cette... Parce que je pense que c'est toi qui a écrit ça sur Twitter, Martin. C'était comme une affaire, le fun qui nous restait pour le début de la saison, la fin de la saison. Est-ce que Caulfield va en marquer 40, 50 même peut-être? Je vous le dis, là, ça arrivera pas. Alors, on vous demandait que reste-t-il d'enthousiasme à surveiller du côté du Canadien. Alors, sur le book, il y a Christian qui nous dit il reste le plaisir de voir jouer d'autres équipes bourrées de talent. Ça fait 2 qu'on se coltine dos à dos. La tenue de Montembeault, ça revient souvent. Je pense que Samuel est le nouveau... c'est ça, la nouvelle coqueluche. Martin, sur le book, les points de presse divertissants de Martin Saint-Louis. C'est vrai que c'est encore bon. Mais il y a Marc-André Perrault de TVA Sport qui aime ça lui faire des petites blagues. Là. Comme hier, je pense qu'il l'a interrogé sur le temps de jeu de Kirby Dach. Puis Saint-Louis, il fait des blagues avec ça. C'est bon, on s'ennuie pas. Toujours sur le book, Martin dit RHP. Ça, c'est Raphaël Harvey-Pinard. On va en parler des jeunes là, parce que c'est pas inintéressant. Bon, le premier choix à venir, on voulait éviter la course à Connor Bedard. Et il y a Patricia qui résume, à mon sens, assez bien, qui dit rien. Et notre admin a mis un petit mème de George Costanza. Ça fait toujours plaisir. Sur Twitter, on va un peu dans ce sens-là aussi. Là, jusqu'où iront les performances de Samuel Montembeault? Ça, c'est Doom qui dit ça. Notre amie Ligue républicaine de hockey 1962-1987.
Cependant, c'est le caractère que se forgera l'équipe qui va retenir mon attention. Ça aussi, ça va être intéressant à surveiller. Mais tout ce que je sais, je ne sais rien, dit les jeunes, les autres jeunes, Suzuki, Doc, Harris, Jacky. Je parlais de Raphaël Harvey-Pinard. La date limite des transactions va être importante. Ça revient, ça aussi. Ben oui, absolument. Ça aussi, ça revient à quelques occasions. Mais c'est un peu dans la même lignée que la course à Connor Bedard. D'ailleurs, je travaillais dimanche à la web-diffusion de sport de glisse avec mon ami Alexis Caron-Côté, qui est publicitaire de profession et qui a inventé le tagline « Le brancard pour Bédard ». Et j'ai pensé que ça te plairait, Alex. Oui, c'est très bon, j'adore ça. C'est joliment... Le brancard en référence à l'infirmerie. C'est joliment tout le monde est blessé. Raphaël Harvey-Pinard, Alex Belzile... Michael Pezzetta qui complète le trio. Oui. Voyez-vous l'interrogation dans mes yeux. Moi, cette année, on disait avant que ça commence, cette équipe-là a beaucoup de joueurs d'avant qui ont du potentiel offensif. Ce qui fait qu'on avait souvent des Dadonov ou des Hoffman sur le 4e trio. Mais là, en raison des blessures, on a comme des joueurs un peu plus qui ont un peu plus le profil de joueurs d'énergie. Est-ce que vous voyez là quelque chose qui manquait peut-être aux Canadiens? Puis Harvey-Pinard a certainement le potentiel de jouer sur une autre ligne, mais il est très bon dans ce rôle-là d'amener de l'enthousiasme, de l'énergie. Mm-hmm. Et quand ce trio-là, contrairement à ce qu'on a vu au début de la saison, quand le 4e trio est sur la glace, il y a une petite étincelle. Ben, moi, je serais assez d'accord pour dire qu'il y avait trop de joueurs homogènes là, dans cette équipe-là, puis que on l'avait dit qu'il y avait un déséquilibre, trop d'alliés qui ont supposément un talent offensif et puis on ne sait plus trop quoi faire avec. Alors oui, je pense que ça fait du bien d'avoir des joueurs au profil différent. Martin Saint-Louis l'a souligné après le match contre Toronto à quel point l'équipe de Jean-François Houle, avec le Rocket de Laval, comme dirait Raphaël, fait du bon travail. Je sais pas pourquoi Le Rocket de Laval? Le Rocket. Le Rocket. Oui, okay. Et non, le Rocket. Mais c'est pas grave. Là, I don't want to see Maurice tonight. C'est ça. Et alors, tout ça pour dire que c'est effectivement chaque joueur ou presque qui a obtenu sa chance a été capable d'avoir un certain rôle. Alors ça, c'est bien, ça, c'est impressionnant, ou en tout cas, du moins, c'est du beau travail qui a été fait. Puis oui, d'avoir des joueurs au profil différent, ça fait pas de tort. T'sais, Alex Belzile, on s'entend que ça demeure un routier de la Ligue américaine, mais qui a suffisamment de métier, je pense, pour venir donner un coup de pouce. Puis ça fait 2 matchs qu'il le fait. Puis c'est assez... moi, il m'impressionne par sa tenue quand même, honnêtement. Puis Harvey-Pinard, on verra jusqu'où il peut aller, mais si Pezzetta est plus efficace, Saint-Louis le soulignait aussi, c'est peut-être parce qu'il se retrouve avec des joueurs comme ceux-là. Puis ça fait pas de tort d'avoir un peu de diversité, effectivement. Parce qu'il y avait trop de joueurs pareils, trop d'alliés, trop de gars qui sont supposés mettre la rondelle dans le filet, mais qui le font pas vraiment. Alors, c'est bien. C'est bien. C'est bien, ça. Ouais. Puis on parlait de matchs significatifs tantôt. Il ne faut pas oublier, les gars qui jouent à Laval, pour la plupart, ont connu un long parcours éliminatoire la saison dernière. Ils ont joué beaucoup de matchs significatifs. Cette année, c'est une saison difficile pour l'équipe. Mais il y a des directeurs généraux qui disent, quand ils suivent les clubs écoles de la Ligue américaine, quand un jeune joueur se démarque rendu dans le carré d'as dans la Ligue américaine, qui est capable de tirer son épingle de jeu parce qu'il est prêt pour jouer dans la Ligue nationale. Le niveau devient, à un moment donné, tellement... Le niveau d'exécution et tout ça devient tellement élevé, l'adversité devient tellement forte que si un jeune se tire d'affaire dans ces matchs-là, il n'y aura pas de problème dans la Ligue nationale. Harvey-Pinard était probablement le meilleur attaquant l'année dernière rendu là, dans la série demi-finale. Ilonen, je le trouve transformé aussi. Il joue avec beaucoup de confiance, déploie beaucoup d'énergie, joue avec la rondelle, est confiant avec la rondelle. Puis Belzile, c'est le genre de bon vétéran de la Ligue américaine qui est important d'avoir dans une organisation parce qu'il encadre les jeunes en bas. Si tu as besoin d'un remplaçant dans la Ligue nationale, il va venir puis il ne va pas te faire mal. Et lui aussi est passé par ces apprentissages-là dans la bulle. Il était venu dans la bulle à Toronto. On était surpris qu'il soit là. Ouais, puis il avait joué. Mais c'est remarquable, la progression de ce gars-là. Donc, tout ça pour dire que c'est important, les matchs significatifs. Et pour avoir une bonne équipe dans la Ligue nationale, il faut que tu aies je pense, un 4e trio un peu classique là, qui est capable de relever toujours l'équipe, de maintenir le niveau d'énergie. Oui, puis de faire des... Puis Belzile le disait, notre job, c'est de passer du temps dans la zone adverse, c'est de fatiguer l'autre équipe, c'est de créer du momentum, puis après ça, les grosses lignes embarquent. On n'y a pas dit quelle grosse ligne, Alex.
Il y en a quel tellement. gros trio. Il y en a tellement. Mais tu sais, il expliquait ça, là, cette philosophie-là très classique. Puis effectivement, ça fait du bien parce que c'était tous des trios semblables, sans trop d'identité. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que vous avez fait un petit bout des Boys, Belzile? Non, c'est vrai qu'il était bon. Bon, ça. Ouais, c'était très bon. Là. We're not the only ones investigating, and nobody else has done either. You can't always put a time frame on things, particularly when other people are doing things with their lives and aren't always available at the drop of a hat. But the goal is to try and be as comprehensive and as thorough as possible. This isn't a race. This is more about trying to do it the right way. Gary Bettman, à propos de l'enquête de la LNH sur l'équipe canadienne junior, c'est quelle année déjà? 2018. Donc, qui dit, c'est pas une course, c'est ce qu'il dit à la fin, c'est pas une course, on veut faire les choses correctement. Il est interrogé à savoir qu'est-ce qui se passait avec ça, puis il nous explique là, que c'est compliqué, qu'il faut que les horaires de tout le monde fonctionnent. C'est des fausses vérités, c'est un peu de la désinformation, parce que quand il dit que il y a d'autres enquêtes, puis que ça prend du temps pour tout le monde, puis qu'il n'y a rien de terminé, ben, c'est faux, parce que l'enquête d'Hockey Canada est terminée. On n'en connaît pas les conclusions, mais elle est terminée. Et la police de London a dit qu'elle avait assez d'informations pour probablement accuser 5 joueurs. Donc, elles sont terminées, les enquêtes. C'est juste qu'on n'a pas... Embellette un petit peu, là, les accusations. Il n'y a pas eu d'accusation formelle. Les accusations ne sont pas portées, mais C'était la conclusion de la police. La police de London, pour compléter, parce qu'on s'entend, quand tu veux porter des accusations, il faut que tu aies... Il faut que le procureur de la Couronne... soit confiant de pouvoir faire condamner quelqu'un hors de tout doute raisonnable. Donc, la police de London s'est adressée aux tribunaux pour avoir accès à des documents pour compléter son enquête. Et pour justifier cet accès à des documents, on a dit nous avons de bonnes raisons de croire qu'on peut accuser. Le processus suit son cours, c'est ce que je comprends. Oui, mais là, il est à une étape supérieure, dans le sens que leur enquête... On est en complément d'information. C'est ça. Et presque terminé, suffisamment pour accuser 5 joueurs. Donc, quand Bettman dit il y a plusieurs enquêtes, puis ça prend du temps pour tout le monde, puis il n'y a pas juste nous, mais c'est comme une façon d'arranger. Il est excellent pour ça. C'est une magnifique façon d'arranger ou de maquiller la vérité, parce que c'est faux. Alors, et la Ligue nationale de hockey, il l'a dit d'ailleurs, Bettman n'a pas le pouvoir de subpoena, peut pas... c'est toi qui lui as demandé qu'est-ce que vous allez faire. C'est quoi votre... Qu'est-ce que vous allez faire, là? Il a dit, je veux pas en parler tout de suite. Mais c'est quoi votre pouvoir, en fait? C'était plus ça la question que qu'est-ce que vous allez faire, là, mais... T'es un peu... je t'ai trouvé un peu sloppy. Je pense que si je l'avais posé comme ça, il n'y aurait pas eu de réponse. Qu'est-ce que vous allez faire, Gary? La Ligue nationale n'a pas de pouvoir judiciaire non plus. C'était ça le sens de la question. Jusqu'où pouvez-vous aller? C'est ça, mais quand un joueur... est accusé de violence conjugale, c'est ça, ils n'hésitent pas trop longtemps. Là, ils en ont du pouvoir soudainement. Alors, ils ont un certain pouvoir et Gary Bettman dit c'est pas une course, il faut faire bien les choses. Comme si c'était les journalistes qui lui poussaient dans le dos, mais c'est Gary Bettman, le 6 octobre, qui disait « J'attends le rapport, on me dit que nous sommes plus près de la fin. » Closer to the end. Bill Daly a dit la même chose au mois de novembre. Et en novembre, Daly l'a dit. Le 13 décembre, Bettman a dit « On a encore du travail à faire, mais on est certainement en phase finale. » Et là, on est à la fin du mois de janvier. Puis là, c'est pas une course. Puis là, il dit « Là, c'est pas une course, là, laissez-nous travailler. » Ça fait 4 mois qu'ils sont sur le bord de la fin, mais là, c'est pas une course. Et dit les gens ont des choses à faire dans leur vie et c'est pas facile d'avoir accès aux gens, de pouvoir... Vous avez pas grand monde. Écoute, quand un joueur donne une mise en échec en pleine face, un double échec en plein visage ou un coup de coude en plein visage à un adversaire, ils sont capables de le trouver dans les 12 heures qui suivent pour le faire comparaître. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de rétro-pédalage dans son point de presse. J'ai hâte de voir aussi, selon les conclusions d'un peu tout le monde, même si un joueur n'est pas formellement accusé de rien, mais qu'on sait qu'il y a doute raisonnable ou trempé de près ou de loin là, dans cette histoire-là, plus de près, mettons. Là. Est-ce que la Ligue pourrait quand même porter des mesures disciplinaires, puis à ce moment-là, sans qu'il soit accusé, oui elle pourrait le faire. Absolument. Mais là, à ce moment-là, est-ce que l'équipe concernée, l'association des joueurs, ou l'association des joueurs pourrait dire, écoutez, Gary, c'est parce qu'il n'y a pas d'accusation formelle, il y a pas, notre gars n'est pas accusé. Il pourrait clairement le défendre. Puis, mais ça a été fait dans beaucoup de cas, ça. Des gars suspendus, Slava Voinov.
Mais ça, c'est l'association des joueurs, mais mettons que la Ligue, puis pas la Ligue, mais l'équipe en question, puis le propriétaire monte aux barricades pour dire c'est quoi cette affaire-là. C'est sûr que ça paraît mal dans l'opinion publique. C'est ça. Mais moi, en tout cas, je te conseillerais. Toi, tu serais le propriétaire, moi, je serais ton conseiller. Oui, mais on ne peut pas dire que ça a toujours été le bon jugement qui a guidé les décisions des gens de hockey dans ce dossier-là. Je ne dis pas qu'ils commettraient d'autres erreurs, mais c'est pas... On a suspendu des entraîneurs ou éjecté des entraîneurs pour des gestes commis qui n'étaient pas de nature criminelle, là, mais qui étaient discriminatoires. Absolument. Ou des manques de jugement. Il n'y a pas personne qui... Après avoir tout tenté pour les protéger, là. Après avoir tout tenté pour protéger les Blackhawks. Mais là, ça va être difficile. Si la police de London porte des accusations, ça va être difficile pour la Ligue nationale de rien faire. Moi, je suis convaincu qu'ils attendent. Ils veulent laisser la police bouger en premier. Ce qui a de l'allure. Puis il aurait pu dire ça, Gary. Ben, il me semble, mais c'est ça, c'est un champion. Mais il veut pas ça. Il y a un collègue hier qui l'a comparé à Robert Bourassa dans sa façon d'éviter. Je trouve ça très insultant pour Robert Bourassa. Non. Non, c'est vrai que c'est pas. Parce que Gary est quand même un peu. Moi, j'étais jeune à l'époque de Robert Bourassa, mais dans sa façon d'éviter les questions alors, t'es mieux placé que moi là, pour le. Pour dire que la comparaison est valide. Donc, c'est pas une bonne comparaison. Non, mais c'est dans sa façon de manœuvrer. Non, c'est pas une bonne comparaison. Moi, je trouve que Gary Bettman est d'une grande malhonnêteté intellectuelle. Quand il rencontre les journalistes, il vous prend pour des imbéciles. C'est un manque de respect flagrant pour l'intelligence des gens. Ben écoute, c'est ça. Il y avait plusieurs vérités maquillées. On lui a parlé de Provorov. J'ai amené le sujet aussi. Il a défendu les Flyers, la façon de faire et tout. Il s'en est remis à des... moi, je respecte tout le monde. Croyances religieuses, convictions religieuses. C'est comme ça. Évidemment, il n'allait pas dire autre chose, mais tu sais, il arrange beaucoup la réalité en sa faveur. Et la seule fois du point de presse, à mon avis, où il a carrément menti, c'est quand il a regardé le journaliste dans les yeux pour lui dire il n'y a pas de sabordage. De tanking. Du sabordage planifié dans notre ligue, ça n'existe pas. Et puis c'est vrai qu'il a été habile, comme Martin me le faisait remarquer en disant, tu sais, il n'y a aucun coach, il n'y a aucun entraîneur, il n'y a aucun joueur qui arrive puis qui veut perdre un match, puis là-dessus, il a raison, tu sais. Ce sont les directeurs qui assemblent des équipes. C'est les organisations. Ils vont même jusqu'à dire, c'est bien de gagner, mais pas trop. Jusqu'à un certain point. C'est ça. Alors, tu ne peux pas avoir un plus bel exemple de ça. Puis il n'y a pas tort quand il dit, c'est vrai qu'on a un système qui devrait décourager le sabordage planifié, parce que reste que tu peux avoir la pire saison de l'histoire, terminer dernier comme les Ducks ou les Hawks cette année, puis tu as quand même le trois quarts des chances de ne pas l'avoir le premier choix. Donc, mais clairement, les équipes se moquent de ça. Et c'est un repêchage exceptionnel où... cette année... Moi, il y a un dirigeant d'équipe qui m'a dit les 7 ou 8 premiers choix de 2023 auraient pu être premiers choix en 2022. Alors, c'est un bon repêchage. Fait que les équipes regardent ça et disent, bon, mais si on a le 4e joueur, ça va être un très bon joueur quand même. C'est un incitatif. Et il n'y a jamais eu autant d'équipes médiocres dans la Ligue nationale depuis 30 ans en même temps. Alors que tout le système fait en sorte qu'il devrait y avoir une parité. Le plafond salarial est figé depuis... C'est depuis la pandémie qu'on voit cette disparité-là. Parce qu'avant, la parité était vraiment présente. Mais il y a des équipes, clairement, les Blackhawks de Chicago, qu'on ne me dise pas qu'ils ne se sabordent pas. Là. Écoute, ça ne peut pas être plus flagrant. Ils ont fait monter des jeunes comme Lucas Reichel, puis tout ça, puis à partir du moment où Reichel jouait bien, il s'est mis à produire des points. Ils l'ont renvoyé à Rockford. Non, mais carrément, là. C'était même pas caché, comme les Sabres faisaient en 2015. Là, on te montre, mais c'est pas pour que tu tombes des buts. Il célèbre son 3e but qui se fait là! Parce que Reichel... Ça me rappelle dans un épisode dans Les Bougons où l'oncle dans la série Les Bougons obtient son travail chez l'École bleue de la ville. Puis il est tout enthousiaste au travail. Puis il se fait dire hey, non, calme-toi. Dépose l'appel. C'est ça. Dépose ton bâton, Lucas. Va réfléchir en bas. Mais on n'a pas su. Pourquoi il était là, Gary?
Comme ça une petite visite de courtoisie. Ça y tentait. Parce que moi, je pensais que, je sais pas, il y avait quelque chose à dire. Ben non, mais il a commencé en disant, j'ai pas d'annonce à faire, j'ai pas de nouvelles à vous annoncer. Je suis là, c'est moi. C'est moi l'événement. Et c'est un peu ça. Puis bon, on a touché pas mal tous les sujets. Écoute, puis là, je pense que c'était le plus intéressant. On a parlé des matchs à l'extérieur, ça se passera pas à Montréal. Mais non, parce qu'on n'a pas, il nous a dit... vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'êtes pas assez... Mais il y a un peu raison, là, parce que... Ben, raison, selon leur standard. Dans le sens que le stade Percival Molson, c'est quoi, 20-22 000 personnes? Eux, ils veulent plus. Là, je pense un minimum de 35 et tout. Puis je lui ai dit un peu à la blague, mais il m'a pris très sérieusement. J'ai dit, oui, mais on a accueilli U2 avec 80 000 personnes à l'extérieur. On a fait un stade temporaire. Oui. Pourquoi c'est pas possible? Mais c'était comme un peu une joke. Puis il a répondu que c'était beaucoup plus complexe un match de hockey qu'un concert de U2. Apparemment que Bono, ça y a fait de la peine. Moi, honnêtement, je suis surpris que ce soit encore un événement, un match de hockey présenté à l'extérieur. Ça fait un bout de temps qu'il y a la Ligue nationale. Oui, maintenant. 2003. C'est comme... C'est plus spécial. Des joueurs de la Ligue nationale qui jouent à l'extérieur. C'est des belles images. Puis, ça fait des belles images pour la télévision, mais la vision dans les stades, la plupart, ils font ça souvent dans des stades de foot ou des stades de baseball où les premiers gradins sont assez éloignés de la patinoire. Dans le pit en haut, là. J'ai vu en Slovaquie qu'ils ont organisé un match extérieur avec des bandes transparentes. Alors, c'est transparent du bas de la bande jusqu'au haut de la baie vitrée. Là, c'est extraordinaire. Je me disais, wow, la Ligue nationale devrait faire ça parce que quand tu regardes le match à la télévision, le match extérieur, avec l'angle des gradins et le manque de proximité avec les gradins, tu dis toujours, les gens voient les joueurs à partir du torse ou du haut de la culotte des gradins. Tu perds la rondelle souvent. Mais essayez de trouver ça, les images sur Twitter là, de la patinoire qui a été aménagée pour un match extérieur. En Slovaquie, c'est extraordinaire. Et ça, peut-être qu'il devrait faire ça, mais quand même, la fascination se perpétue pour les gens. De dire, il y a un match extérieur, les gars de la Ligue nationale vont jouer dehors, alors que généralement, ça ne donne pas du très bon hockey. La qualité de la glace est moyenne. Et tu vois, les joueurs s'efforcent de faire des jeux de base, de prendre le moins de risques possible, de moins manier la rondelle parce que... c'est juste pour le petit côté féerique, je pense. Si ça arrive une fois... Les revenus que ça génère aussi. Oui, non, mais je parle pour la Ligue, oui, mais pour le partisan, mettons, c'est ça. Ça a un aspect vintage, traditionnel. C'est un sport qui est né dehors. S'il neige, c'est beau. C'est ça. Pour la télé, c'est comme... c'est beau. C'est de la beauté. Oui. Mais des fois, on en a besoin. C'est vrai. C'est tout. Autre chose, Gary? On n'a pas parlé de Boudreau. Gary, non. Non. Gary, voulez-vous parler de... là, Boudreau, puis... On peut faire un spécial 2 heures parler de Boudreau. Oui, c'est ça. 2 heures, Quoi d'autre qui s'est passé? Il y a Darryl aussi sur Jacob Pelletier. Darryl, je pense que... On a fait le tour? C'est quand même spécial que tu dises ça du premier espoir. C'est le premier espoir des Flames en 5 ans qui disputait un match. Il n'y avait pas comme une part de je sais pas, c'est comme une genre de blague malhabile. Ça se peut, c'est ce qu'on dit, mais regarde. Il joue un peu à ça, Sutter. Quand Jonathan Huberdeau s'est absenté, et puis Sutter nous avait expliqué de façon très crue que c'est parce qu'il fallait qu'il aille aux toilettes. C'est comme un peu comme de l'humour. C'est comme un mononcle un peu. Ouais. C'est de l'humour. C'est le contraire de la beauté. C'est pas si joli que ça, effectivement. En tout cas, le résultat final. Ce qui s'est passé à Vancouver non plus, c'était pas joli. C'était pas de la beauté. Moi, je résume ça de même. Quand tu es dans une position de leadership, tu devrais t'efforcer d'élever les autres autour de toi. J'ai trouvé ça méchant. J'ai trouvé ça bête et méchant, la réponse concernant Jacob Pelletier. Puis Bruce Boudreau, c'est inadmissible qu'un entraîneur soit traité comme ça, soit quelqu'un qui a autant d'ancienneté dans le monde du hockey. C'est méprisant la façon dont les Canucks sont traités. Il y a un nouvel entraîneur maintenant. Alors, qui a eu beaucoup de succès. Ça donne une bonne idée d'aller le chercher. Mais il a toujours dirigé des mauvaises équipes. Mais sur quoi tu te bases? C'est ça pour dire que c'est la vieille connexion des Penguins de Pittsburgh. Là. Mais j'ai bien aimé la réaction des partisans envers Bruce Boudreau, qui ont vraiment pas adopté la façon de faire de l'organisation, propriétaire et compagnie, directeurs généraux, Jim Rutherford. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça a duré quoi? Combien de jours? Là? Au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. À peu près. Là, on était dans le 2 semaines où on savait très bien que Boudreau allait perdre son emploi, que c'était Rick Tocchet qui allait le remplacer. Puis là, ça en est suivi. Puis on n'a pas la première idée à savoir pourquoi ça a été géré comme ça. Non, mais écoutez... Il y a eu des fuites, visiblement. Exactement. Il y a tout le temps...
quand tu changes d'entraîneur, là, il y a toujours des tractations secrètes. Là. Je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain. Idéalement, c'est mieux d'avoir trouvé ton prochain entraîneur avant de congédier. Exact. Si tu ne l'as pas trouvé, écoute, dans la situation où ils sont, là, c'est vrai que... tu as pu placer un adjoint comme entraîneur mais ça se fait tout le temps. C'est ça que je veux dire. Dans la Ligue nationale, ça se fait tout le temps, parler en douce à des candidats potentiels alors que ton coach est toujours en place. C'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où ça fuit, il faut peut-être que tu réalignes ton plan de communication. On ne pensait pas le faire maintenant, mais de toute façon, notre saison est finie. Là. Alors, il faut peut-être, par respect, par dignité envers le gars, il faut peut-être juste réaligner un peu nos façons de faire, ce que les Canucks n'ont jamais fait. C'est mesquin. Jim Rutherford avait commencé la semaine, le lundi précédent le congédiement, donc 7 jours avant, en disant « Oh oui, ça fait des mois que je rencontre des candidats pour diriger l'équipe. » Écoute, il a dit ça au mois d'octobre. C'est épouvantable. C'est épouvantable de dire ça. Tu as un gars qui est là, qui dirige son équipe, puis tu dis ouvertement que tu cherches un soir. Puis, tu sais, ça, c'est spécial aussi parce rappelez-vous, quand Gorton et Hughes ont été nommés au début, le grand sujet de discussion, c'était ouais, mais qui va avoir le dernier mot? Qui est le vrai patron? Je pense que c'est assez clair que Kent Hughes est en mesure de prendre les décisions qu'il veut. À Vancouver, on a un monstre à 2 têtes aussi. Ouais. Rutherford qui est président, puis Alvin qui est directeur général. Puis ça me semble assez clair que c'est Jim Rutherford qui mène la barque. Puis pour l'instant, ça apporte le chaos puis le fiasco qu'on voit en ce moment. Là. Bon, voilà. Là, je pense que c'est complet, n'est-ce pas? Oui. Ben, oui. Hein? Oui. Ben, oui. Garçon, un petit... c'est bon, ça. Bon, dites bye, là. Bye Apple, bye Google Play, Facebook, YouTube, man. Et bye partout où vous trouvez vos balados préférés. Ah oui, parce que c'était la dernière fois, là. C'est comme la fin d'une époque. Et merci, honnêtement. On avait parlé du transfert sur audio au cours des dernières semaines. Nos patrons nous disent qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait le transfert. En même temps, est-ce qu'on peut leur faire confiance? C'est ça. À nos patrons? Oui, c'est ça. C'est une blague. C'est une blague. On peut voir si les patrons écoutent jusqu'à la fin. Mais honnêtement, merci à ceux qui l'ont fait, parce qu'on n'est pas responsable de ça. Et, on aime ça être branché avec vous. Tu as raison de le souligner. Puis je pense que ton plaidoyer d'il y a quelques semaines aussi a beaucoup aidé. Donc, mais merci d'insister là-dessus. C'est vrai qu'on est content. Puis, c'est ça, là. On n'est pas loin. Là. On est juste là. Puis, on veut... et on sort sur YouTube aussi. Et là, c'est ça, en bonus, la coiffe magnifique d'Alexandre Gascon en visuel sur YouTube à toutes les semaines. Donc, si vous n'êtes pas en train de jogger... D'ailleurs, il y a peut-être plein de joggeurs qui vont se faire frapper par des voitures si on va courir. Voilà. On va pas être responsable de ça. Pour voir les cheveux d'Alex. Quand vous joguez, c'est audio. Quand vous joguez pas, vous pouvez aller sur YouTube. Ça s'ajoute donc à cette mouvance pour les prochaines semaines. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports, je te le rappelle. Et c'est un privilège de l'être. Tu as raison, mais c'est un privilège pour nous que de t'avoir. C'est trop bon. Un grand merci, passe une bonne semaine. Vous aussi, messieurs. Et Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de la LNH. Merci infiniment. Un plaisir, messieurs. Et un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin, sans qui rien de ça ne serait possible. C'est particulièrement vrai aujourd'hui. C'est particulièrement vrai aujourd'hui. Je m'appelle Alexandre Coupal. Caméra 1, caméra 2, non. Les jokes de visuel, on va en faire, mais pas trop. Parce qu'on est avant tout, même si on est trop beau pour l'audio, on est avant tout un balado. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.